proposons aujourd'hui une émission spéciale dont le thème est la bioéthique. Émission spéciale par sa durée, par son nombre d'invités présents donc dans ce studio. Alors, qu'est-ce que la bioéthique et surtout pourquoi en débattre aujourd'hui? Pourquoi en parler aujourd'hui? Rapidement résumé, mais nous y reviendrons bien sûr dans cette rencontre, rapidement résumé, la bioéthique est un ensemble de recherches concernant l'être humain à travers la biologie, la médecine, les préceptes moraux pour veiller au respect de toute personne. On y reviendra tout à l'heure de façon beaucoup plus précise. Les domaines qui débouchent sur ces travaux, sur ces réflexions sont entre autres la PMA, procréation médicalement assistée, la GPA, gestation pour autrui, la thérapie génique, les travaux sur les embryons, l'euthanasie et bien d'autres domaines concernant l'essence même de l'être humain. Pour y réfléchir et pour en débattre, je le disais, nous sommes nombreux dans ce studio. J'ai le grand plaisir d'accueillir monsieur le docteur Jean-Pierre Svanto. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes gériatre, chef de service de l'unité de soins palliatifs au centre hospitalier de Mantes. Exact, oui. Le docteur Carbonel. Bonjour docteur, vous êtes chirurgien honoraire du centre hospitalier de Mantes et vice-président de l'ordre des médecins de Lozère. Tout à fait, bonjour. À la retraite depuis peu. Depuis peu, oui. Monsieur le docteur Bruno Kezachian, bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes nutritionniste, endocrinologue au centre hospitalier de Mantes. Vous présidez également dans ce même établissement la commission des usagers, la commission de conciliation. C'est exact. Et vous siégez au Conseil national de l'ordre des médecins. Donc vous allez fréquemment à Paris pour siéger. Oui, dans la section d'ailleurs qui s'occupe d'éthique et de déontologie. Dont on va parler avec plaisir avec vous. Le père François Durand, bonjour père Durand. Bonjour. Vous êtes vicaire général du diocèse de Mantes et vous êtes très attaché à toutes ces questions d'éthique, de bioéthique dont on va débattre. Monsieur Claude Donadieu, bonjour monsieur Donadieu. Bonjour Jacques. Vous êtes le directeur de l'hebdomadaire La Lozère Nouvelle et directeur de la radio RCF Lozère. Tout à fait. Notre directeur. Voilà. Et merci Jacques pour tout l'investissement que vous avez consenti pour préparer cette émission, avec aussi le docteur Carbonel. Je sais quel a été le temps que vous avez consacré et le soin. Et nous y voilà, et je suis très heureux de nous voir tous réunis autour de cette table. C'est vrai que nous avions beaucoup travaillé avec le docteur Carbonel, avec les médecins aussi qui sont présents autour de cette table. On les a rencontrés à l'hôpital, nous avons passé une matinée avec eux, donc à déterminer les grands thèmes qui sont notre préoccupation aujourd'hui. Et puis le père Durand également, par SMS et par téléphone interposé. Merci à tous d'avoir eu la gentillesse d'accepter notre invitation et d'être présents aujourd'hui. La bioéthique. Mais qu'est-ce que donc la bioéthique? Docteur Kezachian, la bioéthique. Eh bien, si vous posez cette question, je pense qu'effectivement, chaque personne aura peut-être une réponse différente. Pour moi, je répondrai très simplement que c'est l'éthique appliquée à la biologie. Et pourquoi je fais cette référence à l'éthique? C'est que tout simplement, je crois que bien sûr la biologie et les sciences du vivant posent des problèmes spécifiques, mais que l'éthique générale, qui depuis l'Antiquité a suscité bien sûr beaucoup d'écrits, cette éthique générale, elle peut s'appliquer à la biologie et qu'on a beaucoup à chercher chez Aristote et d'autres et chez les penseurs chrétiens pour penser les réponses de la société aux problèmes de biologie qui sont évidemment nouveaux compte tenu des progrès techniques, mais qui reposent toujours sur des questionnements fondamentaux qui, eux, n'ont pas changé, me semble-t-il. Docteur Vanto, quelle définition vous donneriez de la bioéthique? Comme je travaille beaucoup avec des patients, des êtres humains, pour moi, la biologie, l'éthique de la biologie, c'est l'éthique aussi de l'être humain, avec toutes ses composantes. On en parlera tout à l'heure, mais du début de la vie jusqu'à la fin de vie. Et en début de vie, on aura peut-être un petit débat fort sympathique sur qu'est-ce que c'est, à quel moment on considère que la vie a un début. Mais pour moi, même dans le futur que l'on peut penser de notre avenir ou de l'avenir de ce que nous sommes, la bioéthique est là aussi. Effectivement, nous allons débattre autour de cette notion de vie. Quand est-ce que la vie commence? On en débattra tout à l'heure. Docteur Carbonel, la bioéthique, quelle est votre définition? Alors pour moi, la bioéthique, en fait, je pense que c'est ce que nous proposent les biotechnologies au filtre de notre humanité. Voilà, c'est la définition simple. Père Durand, quelle est votre définition? Après, on va en débattre, on va développer, mais en quelques mots. Non,
simplement dire, je crois que plus la science avance et plus des techniques sont proposées et possibles, plus cela nous convoque à cette réflexion justement éthique, en faisant appel à toutes les ressources, les potentialités de notre humanité pour être au service de la vie humaine, et non pas de l'argent ou d'autres intérêts. Monsieur Donadieu, quelle définition vous pourriez donner, ou quelle approche? Je ne me permettrai pas de donner des définitions, je pourrais simplement peut-être resituer cette problématique au niveau sociétal. Puisqu'il y a eu un sondage récent qui est paru à propos de toutes ces questions-là, et qui montre comment la société aujourd'hui évolue à travers tous ces questionnements, pour aller très vite. Sur un sondage qui est paru dans le Nouvel Observateur il y a à peu près un mois, aujourd'hui, 58% des Français sont favorables à la PMA pour les couples homosexuels. 56% sont favorables à la PMA pour les femmes seules. 55% sont favorables à la GPA, en sachant qu'on est passé de 39 à 55% en 4 ans. Et enfin, 62% des Français sont aujourd'hui favorables à la congélation des œufs, des ovocytes, par la fécondation in vitro. Donc, on voit que cette question est fondamentale, qu'elle interroge vraiment tous nos compatriotes. Et pour rebondir sur une question qui touche le sujet majeur de cette réunion, c'est en fait la fin justifie-t-elle les moyens? C'est cela dont on va débattre. Docteur Svantaux, tout à l'heure vous disiez on va remonter dans le temps, on va remonter dans la vie même, en donnant une définition de la vie. À quel moment peut-on parler de la vie? Est-ce que c'est à l'instant de la fécondation, un mois après, 2 mois après, à la naissance? La vie, c'est à quel moment qu'elle arrive? Je répondrai simplement, la vie, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. La vie, c'est la vie. La vie a démarré sur la planète Terre il y a quelques millions d'années. Nous sommes simplement qu'une lignée et une conséquence de cette évolution. Et quand je pense à mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes parents, je ne suis que sur cette ligne, cette projection, cette flèche qui va vers l'avant, et qui sont mes enfants et mes petits-enfants. Donc la vie, c'est pas à un moment donné, sauf que ça c'est la biologie qui le dit. Puisque la biologie, nos gènes, ce sont les gènes de mes grands-parents, ce sont mes gènes, ce sont les gènes de mes enfants. La biologie, il n'y a pas de début ni de fin de vie. Par contre, et sur un domaine philosophico-religieux, pardonnez-moi le gros mot, là on peut dire beaucoup de choses. Si on prend par exemple, mais je pense que le docteur Carbonel pourra dire aussi là-dessus, puisqu'il a travaillé sur ce sujet, si on prend les Anglais par exemple, pour eux le début de la vie humaine, c'est 14 jours. L'embryon de 14 jours. Docteur Carbonel, pourquoi 14 jours? On en a parlé avant l'émission. On en a parlé avant l'émission, c'est-à-dire que les Anglais considèrent que avant 14 jours c'est un pré-embryon, et après c'est un embryon tout court. Et pour d'autres pays, docteur, donc vous parliez à l'instant d'Angleterre. Je parlais d'Angleterre, mais en France par exemple, c'est 7 jours. Quand on va alors j'ai appris toujours de la bouche du docteur Carbonel, ça me trompe plus de science là-dedans, que les Israéliens considèrent que c'est 40 jours, puisque dans la Torah, avant, c'est de l'eau. Il n'y a pas de définition vraiment réelle de début de vie. On se rend compte que c'est un sujet qui est tellement polémique que de toute façon on ne peut pas valider aucune position dogmatique à ce sujet. Après, oui, non, pardon. Après, ce n'est que nos réflexions de société qui vont donner un début à la vie. Et après, le consensus d'aujourd'hui ne sera peut-être pas le même de demain, et n'est sûrement pas le même qu'il y a 50 ou 60 ans en arrière. Docteur Kézachan, vous partagez cette analyse, et puis ensuite le Père Durand nous interviendra. J'aime beaucoup l'approche de Jean-Pierre Zanto où la vie est ce continuum. Ça, je trouve que c'est quelque chose de très enrichissant. Après, moi je dirais que ça n'est pas à l'éthicien de répondre à la question que vous posez. L'éthicien constate
quand on fait de l'éthique, on constate que selon les cultures et selon donc les pays, et aussi selon les religions, la réponse est différente. Mais il n'appartient pas à celui qui est féru d'éthique de dire que telle ou telle réponse est la bonne. Le féru d'éthique, lui, constate que la réponse n'est pas univoque et que, selon les circonstances et les lieux, ben voilà, la réponse est un peu différente. Vous citiez l'exemple d'Israël, par exemple, qui, en fait, en se calant très strictement sous l'influence des milieux très orthodoxes sur la définition de 40 jours, permet que de la recherche sur ce que nous considérons être des embryons, puisque par exemple, même en Angleterre, entre 14 et 40 jours, ce serait considéré comme des embryons, et bien Israël est une nation où la recherche sur l'embryon se développe de façon très importante, parce qu'elle est en accord avec leur vision des choses. Il ne m'appartient pas de dire s'ils ont tort ou raison, il ne m'appartient que de le constater. Père Durand, l'Église, alors, oui, comment va-t-elle intervenir dans ce débat? Que va-t-elle dire sur le début de la vie? Quand est-ce? Sur le début de la vie, l'Église invite vraiment à respecter la vie, une vie dans son unicité depuis sa conception jusqu'à son terme, et donc de voir que depuis la fusion des gamètes d'un spermatozoïde, voilà, dans les conditions adéquates, va se développer de manière graduelle un individu unique. Voilà. Alors, on ne peut pas rentrer dans les termes à quel moment c'est un embryon, pas un embryon, mais voilà, de considérer comme une personne humaine, un peu faire valoir ce principe de précaution auquel on fait appel de manière large, en disant, voilà, si on laisse ces deux gamètes qui se sont rencontrés dans des conditions normales, ça va donner lieu à la naissance d'un être humain, enfin, la constitution d'un embryon, puis la naissance d'un être humain. Donc on respecte dès le début. Ce qui a des conséquences importantes sur beaucoup de plans, notamment par rapport à pour permettre l'annihilation aussi de cette œuvre, etc. On va développer le sujet tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission. Monsieur Donadieu, quelle définition par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Je crois quand même que même si on est dans une lignée, même si on est le fils ou les filles de nos parents et de nos grands-parents, et si nos enfants vont nous suivre, il ne faut quand même pas oublier que chacun d'entre nous est un et unique, et que certes, on sait ce qu'on doit à nos ancêtres et on sait ce qu'on donne à nos enfants, mais on ne peut pas faire l'économie de l'histoire de l'homme en tant que tel, de l'individu. Et comme disait François tout à fait justement, je crois que le début de la vie, c'est bien à un moment donné où il y a un spermatozoïde qui féconde l'ovule, et que c'est le début de l'histoire propre de chacun d'entre nous. Et je trouve que c'est fondamental. Et je pense que c'est une des pierres angulaires de l'Église aujourd'hui et de la conception qu'elle a de l'homme. Aujourd'hui et depuis les débuts du christianisme, oui, c'était le respect, oui, par rapport à l'enfant à naître ou l'enfant né. C'était une des spécificités aussi des chrétiens, par lesquelles on peut les remarquer. Docteur Carbonel, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, quelle est votre analyse? Définition, c'est peut-être difficile à dire, mais votre analyse. Moi, je reprends un petit peu à l'amont en disant quel est le statut de l'embryon. Alors, l'embryon, ce n'est ni une chose ni une personne. Une chose, d'accord, on dit ce que c'est, mais ou une personne, pour être une personne, il faut être né, vivante et viable. Donc, la loi, le Code civil protège l'embryon dans le cadre d'une assurance de la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le reste de l'être humain, le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. Ça, c'est pour l'embryon en général. La loi fait une petite différence entre l'embryon au sein de sa mère et l'embryon in vitro. Donc, tout ça, je pense que c'est pour établir des recherches, en fait. Et c'est pour ça que l'embryon in vitro peut faire l'objet de recherches. Mais, évidemment, on interdit la réalisation d'embryons pour la recherche pure. On introduit la notion d'éviter donc la constitution d'embryons surnuméraires.
Les recherches sont maintenant autorisées depuis 2004, alors que c'était pas le cas avant. Dans un but bien Dans précis. un but bien précis, donc essentiellement, c'est de soigner les maladies génétiques, etc., le problème des cellules souches, etc. Et donc les recherches qui étaient actuellement autorisées jusqu'à 7 jours pourraient peut-être passer, c'est les demandes des chercheurs actuellement, à 14 jours. Et les chercheurs français s'appuient sur la notion qu'à partir de 14 jours, l'embryon ne peut plus se diviser en deux pour former des jumeaux, et donc il a en quelque sorte une personnalité propre. Et en même temps, après 14 jours, apparaît le tube neural, et donc il serait doué de sensibilité. Donc avant 14 jours, il ne souffrirait pas. Voilà. La recherche actuellement voudrait qu'on aille jusqu'aux 14 jours pour faire des études sur l'embryon. Pierre Durand, la recherche sur les embryons. Alors, qu'en pensez-vous et qu'en dit l'Église? On parle de recherche là, sur les embryons. Hein. Alors, l'Église n'est pas contre la recherche scientifique en tant que telle, ça c'est très important de le dire, parce que sinon on risque d'opposer Église et les démarches de recherche scientifique, notamment par rapport à une amélioration, enfin, pour soigner. Ensuite, on voit au fil des révisions des lois de bioéthique que ces dérogations pour permettre des recherches sur des embryons augmentent. L'Église s'oppose à ce que ce soit, si la recherche qui est menée sur un embryon vise ensuite à le détruire ou à l'altérer, donc voilà, elle y est opposée. Bien sûr à ne pas produire des embryons surnuméraires à des fins de recherche. Voilà. Et il ne faut pas que l'embryon devienne simplement un matériel de recherche, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est ça. Alors bien sûr, le plus absolu, ça serait d'associer uniquement un embryon comme un matériau de recherche, comme une chose. Voilà. Le docteur Carmonnet, c'est pas une chose, même dans la loi. Bon, la France a signé des conventions aussi internationales qui cadrent cela. La recherche sur les embryons pour l'Église doit viser uniquement soit à soigner cet embryon, mais en tout cas, ou si c'est pour faire progresser la science, mais sans causer de préjudice à cet embryon. C'est très important. Dans la perspective donc d'une thérapie, éventuellement. Docteur Kézak. Des techniques qui vont permettre à des couples infertiles de pouvoir avoir des enfants. Au départ, les techniques étaient réservées à des infertilités, je dirais, sur des couples hétérosexuels, donc des infertilités qu'on peut considérer comme étant du ressort de pathologie. Sur un désir d'enfant pour un couple. Voilà. Et un puis, couple hétérosexuel. Au départ, la fécondation in vitro, toutes ces techniques qui ont permis d'améliorer la fertilité de couples qui avaient des problèmes à ce niveau-là, bien entendu, étaient développées il y a 30-40 ans pour des couples hétérosexuels en infertilité. Et puis, les évolutions sociétales dont on a parlé tout à l'heure font que d'autres types de parentalité existent et que d'autres types de vivre en couple existent également et que ces nouveaux couples viennent à aspirer à bénéficier des mêmes techniques que les couples qui étaient en situation d'infertilité que je qualifierais de pathologique. Ce qui fait que on sort d'une infertilité, je dirais, qui est strictement pathologique, parce que quand vous avez deux individus de même sexe, je dirais que sans des supports techniques lourds, ils ne pourront pas avoir d'enfants. Ça n'est pas forcément à considérer comme une pathologie, c'est un fait génétique, c'est un fait acquis. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont cette forte demande de bénéficier de techniques qui, au départ, ont été développées à des fins, je dirais, pour des couples donc hétérosexuels. C'est pour ça qu'en fait, tout ce que l'on voit aujourd'hui, la gestation pour autrui, mais au départ, c'est, si vous voulez, une personne, femme, qui met son utérus à disposition d'un couple lui-même infertile pour héberger la grossesse. Bon. Évidemment, ça ouvre des perspectives importantes pour des couples homosexuels, puisque là, évidemment, c'est une technique qui paraît privilégiée pour obtenir un enfant. Encore faudrait-il, on en reparlera peut-être, de savoir d'où vient le matériel génétique, si je puis dire, qui aboutit à l'embryon, parce que ça encore, c'est un débat. Toujours est-il que vous avez
une forte poussée sociétale pour développer des techniques où un tiers intervient, soit pour la fécondation, soit pour héberger la grossesse, tout ou partie. Et c'est toutes ces techniques, en particulier voilà, de gestation pour autrui, où certains pays ont une approche, je dirais, beaucoup plus ouverte que la France. Parce qu'il faut quand même bien dire, et le docteur Carbonel l'a un peu souligné tout à l'heure, dans ces matières-là, et dans les matières de recherche sur l'embryon, la France est prudente à cet égard, et beaucoup plus prudente que d'autres pays qui ont déjà largement franchi le pas. Je vous propose une petite page musicale, on se retrouve dans 2 minutes, évidemment, pour continuer à débattre de la bioéthique, de la naissance, et puis en fin d'émission sur la fin de vie. Pour l'instant, quelques notes de musique. Avant la pause musicale, nous donnions, enfin les invités donnaient un peu la définition et ce qu'il fallait penser de la GPA, de la DPA. Le docteur Kezachian donc nous disait qu'il y a une nouvelle demande, il y a un problème, une demande médicale, mais également un problème sociétal, une demande sociétale. Docteur Carbonel, c'est votre avis? On est dans quelque chose vraiment de nouveau et on ne sait pas trop comment tout ça va évoluer. Il faut être prudent. Je voulais en fait rebondir sur ce que disait M. Kezachian, et qu'en fait ces nouvelles technologies, ces techniques posent le problème donc du rôle du médecin qui va répondre non plus à une infertilité médicale mais à une infertilité sociale. Voyez, est-ce qu'il faudra rembourser ces traitements au même titre que des gens qui en ont besoin et qui sont malades? Quel est le rôle du père dans cette nouvelle configuration? Est-ce qu'il faudra lever l'anonymat puisque ces enfants vont rechercher leur origine biologique, etc. Donc ça pose beaucoup de problèmes qu'il ne faut pas résoudre avant l'adoption de nouveautés au niveau de la loi. Docteur Zvanto, est-ce que toutes ces nouveautés dans ce domaine de la procréation, nouveautés entre guillemets, ne sont pas finalement le reflet de cette société qui évolue, qui éclate, qui se disperse? C'est un peu ça? Mais quand on regarde un petit peu, il y a quelques, au siècle dernier en tout cas, ce qu'était la société, en tout cas comment était composée la famille, on se rend compte qu'il y a eu un éclatement. Il y a eu de plus en plus de couples recomposés, d'enfants qui sont au milieu de plusieurs parfois, beau-père, belle-mère. Comment pouvoir arriver à ancrer une vision de ce que l'on est nous-mêmes avec une vision de dizaines d'individus qui participent à notre propre vie. Alors je sais bien que les peuples africains ne fonctionnent pas tout à fait comme nous et Dieu sait que nos amis africains ont autant de capacités de vie humaine que nous et là nous sommes comme dans un modèle européen. Et néanmoins, pourquoi est-ce qu'un couple homosexuel, après tout, pourquoi faut-il absolument qu'il y ait un homme, une femme pour élever un enfant? On voit bien que ce n'est plus d'actualité. Il y a même dans certaines banlieues parisiennes des enfants à l'école qui sont montrés du doigt parce que leurs parents sont toujours ensemble. Ça perd son sens. Et comme ça perd son sens, l'évolution de la société s'ouvre vers des possibilités qui étaient inimaginables, ne serait-ce que dans les années 50 ou 60. Ça devient inimaginable. Et la PMA sort de là, la GPA sort de là, toutes les lois sur la bioéthique procèdent effectivement de cette individualisation qui nous est propre et qui fait que on ne devient plus des êtres au milieu d'une communauté de vie, on devient des êtres individuels à côté d'autres êtres individuels, et c'est ce qui fait toute la différence. Père Durand, je pense que vous faites la même analyse, mais sans doute avec, comment dirais-je, un autre recul. Disons qu'on voit bien que de plus en plus, il y a cette question par rapport à la société, nous parlait le docteur Zanto, des droits, enfin j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, bon, la notion d'égalité aussi, qui serait à approfondir. On en parlera certainement, hein, mais arrive la question du droit à l'enfant. Je crois qu'il y a plusieurs aspects qu'on doit entendre et revenir aussi à des fondamentaux. D'abord, ce n'est pas la même chose d'accueillir des situations, donc des enfants certains qui sont orphelins, certains
ne connaissent pas leur père parce que bon, c'est une maman célibataire ou des familles recomposées. Une chose est d'accueillir ces situations et d'accompagner, de vivre. Autre chose est de l'organiser, que la société, par la loi, légifère pour organiser. Notamment le fait que un couple de femmes puisse, grâce à la procréation médicalement assistée, voilà, demander d'avoir un enfant, mais que le père biologique soit complètement inconnu, donc de faire naître volontairement un enfant qui, en l'ayant décidé, ne connaîtra pas son père, c'est un non-respect des droits de l'enfant, de l'égalité auquel les enfants ont droit de connaître leur père et leur mère. Voilà, ça pose des questions de fond du moment qu'on décide de l'organiser. Autre chose aussi, dissocier la dimension biologique, la dimension éducative, la dimension sociale, la dimension psychique, voilà, ça pose des questions. Ça peut se produire, évidemment, ça se produit dans la vie, mais là aussi, organiser cette dissociation volontairement, c'est une question grave. Pour la gestation pour autrui, alors là, il faudrait travailler avec des psychologues aussi, des chercheurs. Ce qui se vit pendant la grossesse, c'est pas neutre. Bien sûr, il y a les gènes qu'on reçoit de la biologie, mais l'expression de ces gènes, on sait que dans le cas de la grossesse, les choses vont se passer aussi en lien avec la mère, ou en tout cas celle qui porte cet enfant. Voilà. Donc de dire que tout ça, ça n'est pas important, l'Église alerte sur ces questions-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en permettant ça au nom d'un droit à l'enfant à tout prix, par rapport au fait qu'on est des individus qui tous veulent réaliser leurs propres désirs, une forme de toute puissance quelque part aussi. Monsieur Donadieu, il y a là un problème extrêmement important dont il faut parler. Est-ce que c'est le rôle des médias aussi de s'impliquer dans ce débat? Moi, je voudrais poser la question, est-ce que l'homme n'est pas en train de jouer à l'apprenti sorcier? C'est-à-dire que je sache encore aujourd'hui, un enfant, c'est le fruit d'un ovule et d'un spermatozoïde, et qu'on puisse imaginer qu'un couple homosexuel homme puisse avoir un enfant, c'est quelque part là l'exemple de l'homme qui joue à l'apprenti sorcier et qui sort complètement de son rôle de médecin pour aller vers quelque chose qui nous dépasse. Docteur Jandot, il y a péril dans la demeure, d'après ce que dit M. Donadieu, donc la porte est ouverte, on ne sait pas sur quoi elle va ouvrir, mais elle s'ouvre. D'autant que... Ah oui, bon, enfin, on ne sait pas. Si, on sait. Ben, on sait, évidemment, mais jusqu'où? Oui, on sait de... Donc je ne suis pas sûr qu'on en soit au moins jusque-là. Ça ne va pas si loin, on n'est pas des apprentis sorciers, ce qui se crée à ce niveau-là, il y a des choses beaucoup plus dangereuses, moi il me semble, il y a le commerce qui va rentrer là-dedans, le commerce d'embryons, après le choix de l'embryon. Alors, la maman avait un QI à 160, mais écoutez, je veux cet embryon-là, parce que là mon enfant aura un QI à 160. Etc. Enfin, sans compter la couleur de peau, le fait que les lobes de l'oreille soient collés ou décollés, etc. etc. Voilà. Donc, on peut aller jusque-là. Ça va jusque-là déjà. Je suis désolé, on y est déjà. Donc, quand je disais tout à l'heure, il y a péril dans la demeure, on est déjà dans le péril. On est déjà dans le péril. Père Durand. Oui, le fait de dissocier, ce que disait le docteur Kézachian, une demande qui était d'abord thérapeutique, des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Initialement, oui. Et maintenant, une question plus, infertilité sociale. Ça peut nous amener à des choses inattendues. Un couple hétérosexuel peut demander, par des méthodes de procréation médicalement assistée, même si lui peut avoir des enfants naturellement, pour justement choisir un enfant différent, avec un donneur pour les spermatozoïdes, aussi des ovocytes, et puis, si c'est possible par la loi pour tout couple quel qu'il soit, alors pourquoi pas, du coup, avoir des banques de gamètes différentes, et puis un commerce, et acheter et choisir. Alors vous voyez où ça nous entraîne après, dans des dérives eugénistes. Donc, c'est vrai qu'on nous dit toujours la loi, mais des cadres, et il faut que l'éthique, le législateur mette des garde-fous, mais on voit bien qu'à chaque fois, on ouvre un peu plus, et
au détriment, je pense, quand même de la personne vulnérable, et en l'occurrence l'enfant. Évidemment, on va plus loin. Docteur Carbonel. Moi, je pense que le plus grand danger, parce que ce dont on parlait tout à l'heure, ça reste quand même un humain, entre guillemets. C'est pas un surhumain ou un homme transformé. Donc, je pense que le grand danger, actuellement c'est interdit en France, mais c'est une manipulation génétique sur les gamètes ou sur l'embryon. Où là, avec le fameux CRISPR-Cas9, on peut modifier les gènes de l'embryon, des gamètes. Techniquement, c'est possible aujourd'hui. C'est possible, techniquement, oui, certains pays l'ont fait. Notamment éventuellement le clonage, toutes ces choses-là, vous voyez, et ça, là, on change quand même de registre, on modifie génétiquement l'être humain. Et alors ça, c'est le grand danger. Parce que le reste, si un couple homosexuel, homme, ont un enfant, bon, cet enfant, il va nous ressembler quand même. Bon, évidemment, ce ne sera pas le modèle type de famille, mais il va nous ressembler. Par contre, c'est vrai que ces manipulations génétiques sur l'embryon ou sur les gamètes risquent d'entraîner des modifications très importantes, si ce n'est pas encadré. En France, c'est très encadré tout ça. Des modifications de l'homme. Et alors, ce qui vient un petit peu, je rejoins le père Durand, c'est les diagnostics prénataux non invasifs. C'est-à-dire que grâce à l'ADN de l'enfant qui circule dans le sang de la mère, on peut avoir une cartographie exacte de l'enfant futur. Et on pourra souvent le dire sur si on conserve, ou pas, etc. Donc c'est extrêmement dangereux. Docteur Kézachian, là, on est dans quelque chose, semble-t-il, qu'il n'y ait plus de limites. Enfin, des limites, il y en a bien, mais à l'instant, docteur Carbonel parlait pratiquement de chimie de la procréation. On coupe les gènes. C'est un ciseau génétique. Oui, c'est un ciseau génétique. Donc on est, entre guillemets, dans une chimie de procréation. Chaque médaille a son revers. Une technique donnée peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. Ce n'est pas la technique elle-même qui est condamnable, c'est l'usage qu'on peut en faire. C'est là où une réglementation est absolument nécessaire. Mais les techniques de ciseaux génétiques type CRISPR-Cas9 sont un progrès majeur. Et dans peu de temps, la Française qui a découvert et inventé ce dispositif aura le prix Nobel. Donc c'est un progrès majeur. Mais chaque médaille ayant son revers, on peut effectivement imaginer des mésusages de cette technique. Et c'est là où nous, ordre des médecins, face à cela, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que toute technique est acceptable pour peu qu'on évite la marchandisation du corps humain et les dérives géniques. Voilà. Mais une fois qu'on a fait attention à ces éléments-là, j'allais dire, n'ayons pas peur. Hein, il s'agit d'éléments qui vont permettre de guérir des maladies qui jusqu'ici étaient incurables, et s'agissant des maladies génétiques, des maladies dramatiques, véritablement dramatiques, puisque touchant des enfants, avec des maladies tout à fait effroyables. Mais bien entendu, on peut utiliser à mauvais escient ces techniques, et donc il faut réglementer. Monsieur Donadieu, en deux mots, parce qu'on va arriver à la fin de la première partie, et puis j'aimerais que le père Durand aussi réagisse à ce que vient de dire le docteur Kézachian. De rebondir toujours sur cette question, et presque pour la clôturer, et pour poser la question aux médecins qui sont autour de cette table, est-ce qu'on doit développer aujourd'hui le diagnostic préimplantatoire? Docteur Kézachian. Je crois que quand vous avez une maladie qui peut entraîner une vie absolument effroyable et de courte durée chez l'enfant à naître, je pense qu'il est difficile de se priver de cette possibilité, surtout si elle débouche sur des possibilités thérapeutiques qu'on commence à voir poindre grâce à ces techniques d'ingénierie génétique. C'est vrai, mais par exemple, sur ce qu'on observe par rapport à la trisomie 21. Alors j'ai parlé tout à l'heure de l'interdit formel de l'eugénisme au sens large. Il est bien évident que là j'ai grossi le trait pour parler de maladies vraiment qui engageaient très rapidement le pronostic vital et sur lequel il y avait des je dirais, ressources thérapeutiques. Ensuite, évidemment, il ne s'agit pas d'utiliser cette technique pour optimiser les performances à venir de l'enfant. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait le père Durand tout à l'heure, ou ce que Jean-Pierre Zanto nous disait comme évolution potentielle vers une espèce de tentative d'amélioration. Je veux dire que tous les enfants ne seront pas des génies à l'issue,
et qu'il ne s'agit pas que le processus procréatif confine à une espèce d'hypersélection d'individus sur des critères tout à fait contestables. Et à la notion de l'homme augmenté. Alors, ça c'est une autre question, c'est-à-dire que là encore, l'homme augmenté, mon cher ami, celui qui a un pacemaker, c'est-à-dire que dont le cœur ne bat plus, et qui a aujourd'hui un appareil qui assume le rythme cardiaque à sa place, pour moi il est augmenté dans la mesure où il a un dispositif artificiel, et vous viendrait-il à l'esprit de supprimer les pacemakers? Docteur Zamanto, on a bien compris que nous sommes au cœur du débat. Jusqu'où, comment, pour qui? Ah mais moi je rejoins complètement ce que dit le Dr Kizatchian. La trisomie 21 n'est pas une raison suffisante pour supprimer un embryon, sauf peut-être qu'on a découvert que c'était cela. On voit bien, et pour ceux qui travaillent et qui ont accompagné des trisomiques, on voit bien que ces personnes-là sont, si ce n'est autant humains, peut-être plus humains que nous ne sommes. Et il y a pourtant 90% des embryons qui sont porteurs de trisomie 21 qui sont éliminés. Mais ça, on le sait malheureusement bien. Et même quand un trisomique 21 arrive dans une famille, bon, c'est peut-être au départ quelque chose de difficile à vivre par la famille, mais moi, pour avoir côtoyé beaucoup de familles avec des enfants trisomiques, ils ont trouvé un épanouissement et un chemin de vie qui était riche, qui était très riche. Donc ça, non. Par contre, ce que dit le Dr Kizatchian par rapport à des maladies effroyables, et Dieu sait qu'il en existe malheureusement plus que ce que l'on croit, hein. Je crois que les maladies orphelines déjà c'est presque 5%, hein. Donc c'est quand même des chiffres qui sont très, très lourds. Il y a des maladies qui sont insupportables par celui qui la vit, et insupportables par ceux qui sont autour, bien évidemment. Alors peut-être que là, il y aurait moyen ou matière à discuter de diagnostic, peut-être. Pour terminer cette première partie, Dr Carbonel et ensuite Dr Durand. Et nous en resterons là. Nous passerons à autre chose un peu sur la fin. Je rejoins les docteurs Santo et Kizatchian. Il faut dire qu'en fait, le diagnostic préimplantatoire, ça permet à certaines familles qui ont ces maladies génétiques en elles d'éviter que l'enfant à naître ne soit porteur de la même maladie. Et donc pour eux, c'est un soulagement très important. Dr Durand, pour conclure cette première partie, vous partagez cette analyse diagnostic préimplantatoire? Non, vous dites. Il y a beaucoup de questions. Non, je ne dis pas non comme ça. Sinon, on met quel est votre avis alors? Oui. Non, je crois que c'est c'est ce qui a été dit par rapport aux enfants porteurs de la trisomie 21, je crois que c'est important. Et ça montre les paradoxes de notre société. À la fois, on voit les barres joyeux, donc c'est des personnes adultes qui sont trisomiques, qui travaillent dans ces lieux, et ça dégage beaucoup de joie, comme le dit, donc une humanité forte. Et en même temps, le fait que, oui, le diagnostic préimplantatoire, prénatal va conduire à, comme le disait Claude Donadieu, à une élimination de beaucoup de ces embryons. Donc voilà, il y a des paradoxes. Après, je parlais de 80%, je crois, c'est ça. 90%. Ce qui fait que ceux qui naissent, sont considérés un peu comme des survivants quelque part. Mais plus profondément, je crois que c'est très important de dire l'espérance que nous pouvons avoir dans l'humain, dans nos capacités de raison, de travail ensemble, de recherche, et qu'en effet, il y a des techniques scientifiques qui offrent des possibilités merveilleuses, et je crois qu'il faut... c'est une part chez l'homme de créativité, et ça c'est bon, mais aussi à l'argent, à la commercialisation, à des marchés, à d'autres intérêts que vraiment le service de la vie, de la santé, du bien-être et du bien vivre ensemble. On va terminer très vite cette première partie parce qu'il y a tellement on va dire, on pourrait continuer pendant longtemps. Monsieur Donadieu, 2 mots, et Dr Carbonel avec 3 mots pour vous. Et puis, après tout, est-ce que la maladie, est-ce que le handicap, ça ne fait pas partie de notre nature humaine? Dr Carbonel. Oui, justement, je pense que nos problèmes de société actuelle, c'est parce que l'homme veut être autonome et ne veut pas bénéficier de l'aide de son voisin ou de son proche. Le problème vient de là, en fait.
Très bien, nous allons donc arrêter le débat parce qu'on pourrait débattre encore longtemps, il y a tellement de questions qui sont soulevées. Nous allons faire une petite pause musicale et ensuite, dans la dernière partie de notre rencontre, nous parlerons de la fin de la vie. Nous parlons toujours de la vie. Après cette pause musicale, nous allons aborder la dernière partie de notre rencontre, la seconde partie de notre rencontre, et nos invités vont débattre et discuter de la fin de vie. Nos invités sont monsieur le docteur Jean-Pierre Zvanto, gériatre, chef de service de l'unité de soins palliatifs au centre hospitalier de Mende, monsieur le docteur Carbonel, chirurgien honoraire du centre hospitalier de Mende et vice-président de l'ordre des médecins de Lozère, monsieur le docteur Kezachian, nutritionniste, endocrinologue au centre hospitalier de Mende, où il préside la commission des usagers et la commission de conciliation, et il est également conseiller national de l'ordre des médecins, et donc va fréquemment à Paris pour débattre de tous les problèmes et beaucoup d'autres dont on a discuté dans cette première partie. Le père François Durand, vicaire général du diocèse de Mende, et monsieur Claude Donadieu, directeur de l'hebdomadaire La Lozère Nouvelle et également directeur de la radio RCF Lozère. Alors, la fin de vie dont on va parler est juridiquement encadrée par un dispositif précis. C'est la loi Leonetti-Claes du 3 février 2016. De façon alors très schématique, cette loi précise que toute personne doit avoir une fin de vie apaisée et digne. Cela signifie que l'ensemble des équipes soignantes doivent avoir comme objectif le confort psychologique et physique du patient. Pour cette prise en charge, les soins palliatifs doivent être amenés à utiliser dans certains cas une sédation profonde et continue qui peut conduire au décès. La loi Leonetti ne parle donc pas d'euthanasie active, celle-ci reste rigoureusement interdite en France, pas plus que l'aide au suicide assisté. Docteur Zvanto, qu'est-ce que les soins palliatifs? C'est compliqué, c'est un vaste domaine. Ah non, c'est pas compliqué du tout. La médecine est confrontée à deux voies. La première voie, c'est la voie curative, où à partir d'une pathologie donnée, on va pouvoir appliquer un geste diagnostique d'abord et thérapeutique ensuite, qui vont entraîner ce qu'on appelle une guérison définitive. Il y a beaucoup de pathologies qui sont dans cet ordre-là et que l'on peut facilement mettre dans cette case. Par contre, tout type de pathologie, à la limite, qui n'entraîne pas de guérison, peuvent être considérées comme palliatives. Alors, si on exagère un peu la notion de maladie palliative, de soins palliatifs, un diabète est une maladie palliative. On peut considérer qu'un diabétique est quelqu'un qui est en soins palliatifs. Pourquoi pas? Un parkinsonien est quelqu'un qui est en soins palliatifs. Pourquoi pas? La question, c'est on a restreint cette notion de soins palliatifs à ce qu'on appelle la fin de vie, c'est-à-dire qu'il faut que la maladie incurable entraîne un décès relativement proche. Ça, c'est les soins palliatifs. C'est en tout cas la définition de ce qu'est la maladie palliative. Il a fallu, pour les maladies longues, que l'on donne un autre nom pour bien faire comprendre, d'abord qu'on n'était pas en soins palliatifs, mais qu'on était quand même dans une démarche qui entraîne un décès, parce que médicalement parlant, on ne peut pas entraîner ni de guérison, parfois même pas de rémission. Je pense par exemple au cancer. Il existe actuellement des traitements anticancéreux qui sont d'une rare efficacité, et plus on va aller plus vite, on va trouver des techniques, ou en tout cas des thérapeutiques qui vont être efficaces, mais il n'empêche qu'un certain nombre de cancers sont traités par des chimiothérapies palliatives. Ce sont des chimiothérapies qui permettent de maintenir la personne dans un état de confort de vie, mais ce n'est pas une fin de vie. Il y a un amalgame qui est fait entre les soins palliatifs et la douleur. Les soins palliatifs, ce n'est pas le traitement de la douleur. La douleur n'est qu'un symptôme de fin de vie qui apparaît, que ce soit la douleur physique comme la douleur morale. Quand je dis douleur ou souffrance, en fait, c'est sur les deux volets, volet psychique et volet physique. Mais il n'y a pas que ça. Quelqu'un qui passe ses dernières semaines de vie à vomir, si on n'a pas une prise en charge palliative de ce vomissement, ça peut être dramatique.
quelqu'un qui passe ses fins de vie à avoir de la diarrhée, c'est la même chose. À avoir des démangeaisons terribles sur le corps, c'est aussi une fin de vie qui est loin d'être confortable. Les soins palliatifs s'adressent bien évidemment aux patients en premier. Encore faut-il qu'il ait conscience que sa fin de vie est proche, et s'adresse aussi à tout l'entourage. Parce que la prise en charge palliative n'est pas la prise en charge d'un individu, c'est la prise en charge d'un groupe humain, dont le patient est au centre, bien évidemment. Bien évidemment. Et une prise en charge palliative correcte prend en charge aussi l'équipe soignante qu'il y a autour. Parce que accompagner des personnes en fin de vie, c'est être tous les jours confronté à sa propre fin de vie. Au fait qu'on a tous les jours le rappel à l'ordre pour nous dire « Attention, toi aussi tu vas mourir ». Alors que quand on est ailleurs, dans un autre métier, dans une autre dynamique, la mort on ne la voit pas. On peut l'occulter. En soins palliatifs, c'est difficile de l'occulter. Je parlais tout à l'heure de la loi Leonetti-Claes. Qui est-ce qui veut intervenir pour dire quelles sont les limites de cette loi et quelles sont les pratiques également inhérentes à cette loi? Docteur Kezachian, la loi Leonetti-Claes 2016, je crois. Oui, 2 février. 2 février. Et donc cette loi est importante parce qu'elle définit absolument ce que doit être la fin de vie. Quand je dis le mot absolument, on va peut-être revenir là-dessus. En tout cas, la loi définit tout ça. Alors nous, Ordre des médecins, on a été interrogé en amont. On a participé à l'élaboration de la loi. Nous nous sommes positionnés, bien entendu, pour parler du rôle du médecin, de la place du médecin dans ces questions relatives à la fin de vie. Et nous avons placé une ligne rouge. Je vous coupe la parole 2 secondes. Quand vous dites « nous », c'est le Conseil national de l'Ordre des médecins. Oui, absolument. Avec qui vous travaillez, vous êtes membre. Voilà. Et la ligne rouge, ça a été que le médecin ne peut pas provoquer délibérément la mort. Ça, c'est quelque chose qui pour nous est intangible. Ce sont des principes qui sont issus d'Hippocrate, donc ils ne datent pas d'hier, et ils sont intrinsèques à notre mission, ils ne pourront pas être modifiés. Ça sous-entend que si la société veut développer une pratique où il y a intention délibérée de provoquer la mort, il faudra qu'elle le fasse avec d'autres que nous. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera pas, mais ça veut dire que ça ne sera pas avec eux. Oui, vous voulez dire par là que le médecin ne pourra pas le faire, mais si la loi le permet, une autre profession, laquelle je n'en sais rien, mais une autre profession sera même de le faire. En tout cas, ça sera à la société d'organiser quelque chose qu'elle aurait pu autoriser, mais nous, médecins, nous ne pourrons pas nous inscrire dans cette dynamique-là, c'est clair. Néanmoins, nous saluons l'évolution salutaire du corps médical pour la prise en charge de tous les phénomènes inhérents à la fin de vie, dont Jean-Pierre Zanto a rappelé qu'ils étaient multiples, douleurs morales, douleurs physiques, et nous faisons en sorte que les soins palliatifs soient promus, favorisés, et nous acceptons tout à fait le fait que le corps médical utilise des médicaments qui peuvent provoquer la mort par un effet indésirable en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à utiliser tous les médicaments nécessaires pour soulager le patient, mais là, la mort se provoque non pas de façon intentionnelle, elle est un effet négatif du traitement, et toute la question que nous avons réussi à introduire, c'est la question de l'intentionnalité du geste médical. L'intentionnalité du geste médical, c'est soulager, guérir. L'intention du geste médical ne sera jamais de tuer. Docteur Carbonel, le confort physique et psychologique pour le patient, mais pas au-delà, sans, comme le disait à l'instant le docteur, sans l'intention de la donner. Moi, je partage tout à fait l'opinion du docteur Kezachian, qui est celle des médecins. Et je note avec jugement que les soins palliatifs ne s'adressent pas forcément aux gens qui sont en bout de course. Donc les soins palliatifs peuvent s'adresser aux personnes qui justement nous disent à quoi bon de continuer à vivre comme ça. Donc je crois qu'il faut les prendre en charge, ces gens-là, et ne pas les orienter vers le suicide assisté ou l'euthanasie. Il y a toujours quelque chose à faire sur le plan médical pour voir où est le problème
pour pouvoir trouver une solution à ces patients qui sont en détresse. C'est la raison pour laquelle il y a toujours dans l'équipe un psychologue, une personne chargée de beaucoup parler avec l'équipe médicale, évidemment, mais de voir le bien fondé de cette demande. Il existe des cas où, effectivement, il y avait une demande d'en finir, et puis c'était suite à un problème familial important qui ne s'était pas dénoué, et en discutant, donc cette demande n'avait plus lieu. Enfin oui, mais dans le cas d'une équipe mobile de soins palliatifs, sur le mode terminal, pas sur le mode long terme. Je parlais du mode terminal. Oui, parce que sur le mode long terme, oui, il y a des psychologues qui interviennent, ne serait-ce que dans les suivis de maladies longues et qui nécessitent effectivement des traitements lourds, il y a des psychologues qui interviennent, bien évidemment. Bien évidemment. Le père Durand veut intervenir. Oui, je voulais Père Durand. reprendre ce que disait le docteur Kezachian. Pour les évêques de France qui ont écrit un texte récemment qu'ils ont chacun signé, c'était assez solennel, qu'ils ont intitulé Fin de vie, oui à l'urgence de la fraternité. Ils rappellent cet interdit fondateur, tu ne tueras pas, quoi. Donc, qui est dans le serment d'Hippocrate aussi, pour un médecin qui ne met pas fin à la vie, mais qui est là pour soulager, pour guérir. Et puis le deuxième aspect sur lequel insistent les évêques, c'est de dire il y a cette loi qui a 2 ans, qui n'est pas encore pleinement appliquée. On voit que pour des personnes qui sont en situation de pouvoir bénéficier de soins palliatifs, c'est un peu plus de 50% pour qui c'est possible, matériellement, avec les moyens dont on dispose aujourd'hui en France. Et tous les médecins ne la connaissent pas encore. Avant de relégiférer et sous la pression aussi de certains qui veulent vraiment arriver à une loi autorisant l'euthanasie et le suicide assisté, voilà, déjà appliquons cette loi, mettons-la en œuvre pleinement. Et prenons le recul pour analyser les conséquences de 2 cette ans, loi. 2 ans, c'est rien pour appliquer le loi. Je disais que certains médecins ne connaissent pas la loi, c'est vrai, docteur Kezachian. Vous la connaissez mal, on va dire comme ça. Ce sont des situations extrêmement complexes. Cette loi à 2 ans, c'est donc un petit enfant. Et je rejoins tout à fait l'avis qui est de dire que réviser une loi à peine 2 ans après sa mise en place nous paraît extrêmement prématuré, car il est impossible d'en avoir même tiré les conclusions et les conséquences. Oui, c'est un peu court. Monsieur Donadieu. Et pourtant, quand on observe toutes les instances nationales, on voit par exemple que le Conseil économique et social s'est prononcé pour une sédation profonde, la semaine dernière, explicitement létale, à 3 conditions: que la personne soit majeure, qu'elle ait une souffrance inapaisable, qu'elle ait une affection incurable. Donc, est-ce que, quelque part, c'est pas une grosse hypocrisie? Mais la loi de 2016 est déjà une hypocrisie à ce niveau-là, puisqu'elle introduit de façon non explicite l'euthanasie dedans. Donc, si, d'une certaine façon. Donc, je pense qu'on peut continuer à aller dans l'hypocrisie. Docteur Kezachian, le mot hypocrisie vous a fait bondir un peu. Oui, parce qu'il n'y a aucune hypocrisie quand on reprend le concept d'intentionnalité. C'est-à-dire que le médecin, dans la loi Claes-Leonetti, doit soulager à tout prix. Eh bien, il soulage à tout prix, c'est-à-dire même en prenant le risque de faire mourir la personne, par l'usage des médicaments qu'il utilise. Mais, je répète bien, et la différence est fondamentale, et ce n'est pas casuistique, me semble-t-il, son intentionnalité est de soulager et de guérir. Si son intentionnalité est de faire mourir la personne, il franchit une ligne rouge. Quand il utilise ce médicament, là, tout d'un coup, pour nous, il franchit une limite qui l'amène à un comportement qui, pour nous, n'est pas compatible avec la fonction de médecin. Docteur Zanto, pardon. Ce qui vous gêne, c'est que la frontière entre les deux soit extrêmement étroite. Complètement. Et vous dites même que peut-être il n'y a plus de frontière. Ouais, elle y est la frontière légalement, mais peut-être... Elle y est exactement comme le dit le docteur Kezachian. C'est-à-dire que l'intentionnalité dans les traitements que l'on met en sédation profonde n'est pas de donner la mort. L'intentionnalité, c'est de donner un dernier confort de vie, même si la personne le dort. Mais cette sédation profonde, elle est confortable aussi pour la personne qui a des souffrances intolérables. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est aussi pour la famille qui tout d'un coup voit le patient apaisé. Sauf que, voilà, cette frontière, comme elle n'existe qu'elle n'est que virtuelle d'une certaine façon, et n'est que dans les mots,
C'est pour ça que je parlais d'hypocrisie tout à l'heure. C'est parce qu'elle est que elle est dans l'éthique du médecin. Mais elle est dans... Voilà. Elle est dans l'éthique du médecin. Une question que je porte, c'est sur la nutrition. Enfin, je ne sais pas, là, c'est une réflexion. Est-ce que la loi Kessler-Metti autorise de ne plus nourrir, mais le mot n'est pas bien choisi, la personne. Alors, qu'est-ce que c'est ça derrière? C'est une position du Conseil d'État qui a été de définir ce qui était de l'ordre du thérapeutique et donc ce qui pouvait être interrompu ou pas. Bon, le Conseil d'État a tranché, l'alimentation fait partie des traitements et donc quand on est dans une optique de fin de vie, cette fois-ci, véritablement, donc ça fait partie des soins, donc des soins dits curatifs, donc on peut arrêter. Voilà. Docteur Svanto, ça c'est une position du Conseil d'État. En 2 mots, on fait référence à un cas qui fait passion en France depuis quelques années, depuis quelques mois, le Camembert. Alors on ne va pas rentrer dans toute la polémique du Camembert, et puis on n'a pas tout les tenants, les aboutissants, la famille, bon, etc. Est-ce que si la loi Leonetti avait été appliquée, est-ce qu'aujourd'hui on n'en serait pas là? Si elle avait été appliquée avec rigueur, les tribunaux se sont prononcés, il y a eu des procédures, tout continue. C'est pas si simple. Un des gros avantages de cette loi du 2 février 2016, c'est d'avoir encore insisté une fois sur ce qu'on appelle les directives anticipées. Et je crois que si on n'a pas compris cette notion de directive anticipée, on pourra toujours parler du Camembert pendant des siècles et des siècles. Je crois que c'est exactement là. Malheureusement, ce jeune homme il n'y avait pas à l'époque de directive anticipée écrite. Je pense que si on fait un tour de table, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entre nous qui ont rédigé ces directives anticipées. On est quand même... Non mais c'est quelque chose d'important. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce combat entre la maman et l'épouse? Puisqu'on va résumer simplement à cela. Oui, c'est simplement parce qu'il y en a un qui dit « Moi, mon mari a dit que s'il était dans cet état, il ne voulait plus. » Et la maman qui dit « Mais non, ce n'est pas vrai. » Voilà. Docteur Carbonel, alors les directives anticipées dans ce cas-là sont extrêmement importantes, mais dans beaucoup d'autres cas, je ne suis pas sûr qu'entre nous soyons tous à la rédaction de nos directives anticipées. Alors de quoi s'agit-il et quelle est l'importance de ces directives? Il s'agit pour le patient d'être acteur de sa pathologie et de sa fin de vie. Ces directives anticipées sont du ressort du médecin traitant. C'est le médecin traitant qui va proposer au patient de remplir ces directives anticipées qui vont s'imposer au médecin lorsque, en fin de vie, ou lorsqu'il aura un problème de santé, il ne pourra pas s'exprimer. Et en même temps, il va désigner une personne de confiance avec laquelle il va rédiger ces directives anticipées, qui servira de personne de référence pour les médecins lorsque ce patient sera en difficulté et ne pourra pas donner son avis. Sachant que ces directives anticipées s'imposent aux médecins, sauf en cas d'urgence, et que si les médecins pensent que ces directives anticipées ne sont pas adaptées à la situation, après une réunion collégiale, ils pourront passer outre, mais globalement, ça s'impose aux médecins. C'est sûr. Sur le Camembert, c'est ce que vous disiez, docteur Svanto. Oui, si tout ça avait été défini avec les directives anticipées, aujourd'hui, il n'y aurait plus de problème. Au vu de l'examen clinique du patient, au vu de son électroencéphalogramme, au vu de tout ce qui a été fait et dit, en tout cas par les médecins localement, on aurait pu dire, bon, là, les directives anticipées ont dit qu'il ne devait pas y avoir d'acharnement, donc pas de traitement par, alors je rebondis sur ce que dit le docteur Kénécha, pas de traitement par la nutrition et pas de traitement par l'hydratation. Monsieur Donadieu et ensuite le père Durand qui conclura. Enfin, conclura. Le sujet est tellement vaste, mais il sera le dernier à prendre la parole. Voilà. Au-delà des directives anticipées, aujourd'hui, après un sondage aussi, je suis dans la presse, donc vous voyez, je vous rapporte les événements. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence aussi sur ces enfants, sur la société, enfin, la culpabilité que cela peut créer? Je crois qu'à adopter des réponses simplistes comme cela, à vouloir se débarrasser de questions, on emprunte des mauvais chemins. Ainsi se termine notre rencontre. Je voudrais tout d'abord remercier Jean-François Clavel qui était le technicien son de notre rencontre. Merci au docteur Svanto, vous êtes gériatre, je le disais dans l'émission, vous êtes chef de service de l'unité de soins palliatifs au centre hospitalier de Mende.
Monsieur le docteur Carbonel, chirurgien honoraire du centre hospitalier de Mende et vice-président de l'Ordre des médecins de Lozère. Monsieur le docteur Kezachian, nutritionniste, endocrinologue au centre hospitalier de Mende. Vous présidez, docteur, également la commission des usagers, la commission de conciliation, et vous siégez au Conseil national de l'Ordre des médecins à Paris. Le père François Durand, vicaire général, merci. Et monsieur Claude Donadieu, directeur de la Lozère Nouvelle et également directeur de notre radio. On se retrouve bientôt pour de nouvelles informations, de nouveaux débats, de nouvelles rencontres. Merci à tous. Quant à moi, je remercie également les auditeurs qui nous ont suivis sur ce débat, peut-être un peu long, mais bon, il était nécessaire d'expliquer certains points, et encore, certains points ont été ignorés. C'est un choix que nous avons fait, tous les choix sont discutables, en tout cas, c'est le choix que nous avons fait. On se rencontre bientôt pour de nouveaux magazines, de nouvelles émissions. Au revoir.